Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Bonjour Pierre. Bonjour Olivier. Alors aujourd'hui, Pierre Jalony va nous faire une revue de presse internationale. Elle était réclamée, hein. Oui, en effet. Elle était réclamée, hein. Oui. J'étais en dédicace là, dans différentes villes, tout le monde me dit, mais vous ne faites pas assez de revue de presse avec Olivier Pichon. Non, ben oui, mais... Et vous étiez en Bretagne là? J'étais en Bretagne, Ploufragan, faut oser y aller, hein, Ploufragan. Voilà, j'ai rencontré donc beaucoup de nos lecteurs et spectateurs qui nous remercient de les avoir encouragés à acheter de l'or depuis 10 ans. Voilà. Ils ont sauvé leur épargne. Nous allons en parler de l'or, voilà. Mais auparavant, nous allons parler justement de l'épargne. Nos paroles sont de l'or, oui. C'est ce qu'ils nous ont dit. Vous parlez d'or. Je parle d'or, absolument. Auri sacra fames, disaient les Romains. Bref, nous assistons quand même sur nos concitoyens à des saisies assez importantes et des convoitises avérées sur l'épargne des Français. Ah ben, Sandrine Rousseau l'avait dit. La France est un des pays où il y a une épargne qui nous permettrait très bien de reprendre la main sur notre dette. Aujourd'hui, ça n'est pas... À contraindre les épargnants. Totalement, absolument, absolument. Donc, je veux dire, posons cette question-là. Qu'est-ce que nous voulons comme déficit ? Il faut qu'on passe l'extrait, là, on le voit. Oh, mais l'épargne des Français va suffire pour effacer. On a quand même 3 trilliards de dettes, hein, c'est 3 000 milliards, 3 trilliards. Et l'épargne des Français est estimée à 6 000 milliards. 6, voilà, c'est ça, 6 trilliards. Alors, justement, ce qui fait qu'on leur pique la moitié, quoi. Voilà, regardez. Alors ça, c'est ce qui est sorti dans la revue de presse, uniquement ce qui est la saisie de l'épargne des Français, parce que ça a commencé. Ça a commencé, voilà. Alors, par exemple, ça, c'était le 20 janvier, oui. Je dis la grande arnaque de l'Élysée a commencé. Alors, après l'annulation des transferts de charges, blabla, hein, sur les médicaments, consultations, le gouvernement entend. Hein, prélever. C'est nouveau. Voilà, prélever la totalité des augmentations des cotisations anticipées. C'est-à-dire que maintenant, avant même que l'échéance arrive, ils vous prélèvent de par avance. Voilà, déjà. Dans ce cadre, par les compléments santé, blabla, soit... Donc, c'est comme en allemand, en fait. Il faut attendre la fin de la phrase pour avoir le verbe. Voilà. Alors, en français, on n'a pas de verbe à la fin, mais on a la somme. Et en l'occurrence, la somme ici, c'est 1 milliard. Voilà. Rien que ça. 1 milliard d'euros. Voilà. Alors, c'était pas dans Conspiration Magazine, c'était chez nos collègues, on ne peut plus soumis du Parisien libéré. Oui. Enfin, maintenant, c'est le libéré, pas tant que ça. Non, c'est le Parisien en laisse. C'est ça. Ah ben justement, ça nous renvoie une question que nous allons évoquer. Je vais sortir le chien. On l'a appelé le Parisien, le chien. Ah oui. Le Parisien en laisse. Alors, bref, non mais, c'est-à-dire que... Maintenant, du coup, ce sont les mutuelles qui vont répercuter cela. Justement, alors écoutez bien. Alors, mon analyse est extrêmement simple. Là, je veux dire, vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Si l'État français va prendre 1 000 millions, 1 milliard donc, 1 trilliard, hein, dans les caisses des assureurs, santé privée, hein, en plus c'est du privé, voilà. Vous êtes certain à 200%, voire à 1 trilliard même, 2%, que eux vont ressaisir. Ils vont se resservir sur les comptes des assurés. Ouais. Et vous me disiez tout à l'heure en antenne, votre assurance santé privée, machin, 60 € par mois de plus. Boum. Voilà. Rien que ça. Et sans un petit billet de 50 plus un billet de 10. Sans explication. C'est-à-dire que... Attendez, vous attendez des explications? Vous avez déjà entendu des explications raisonnables du gouvernement? Il faudrait... Alors, justement, je leur ai renvoyé un texte dans lequel, justement, il y avait l'annonce du gouvernement. Non, mais c'est ça. Donc voilà. Alors, ce stratagème, parce que ce stratagème, il est simple. Comme le gouvernement n'ose pas dire on augmente les impôts, donc ils se disent, en fait, ils passent par un second couteau. Oui. Tiens, c'est comme les assassinats de la mafia. Tiens, je veux pas les faire moi-même. Prends un tueur à gage, on le paye, tu vas tuer. On sous-traite. C'est de la sous-traitance. C'est de la délocalisation. Oui, c'est de la délocalisation. Hein, voilà. Donc ce stratagème, voler littéralement les Français par ricochet, par procuration, est purement abominable. C'est abominable ce qu'ils sont en train de faire. Étant donné le niveau de prélèvement obligatoire qui caractérise la France. Mais ça n'arrête pas. C'est effrayant. Et ça, c'est une conséquence de l'explosion de Wall Street de 2008. Hein. Moi, on y reviendra aussi. Je ne change pas d'un iota. Sachant de nouveau 2008, hein.
Tiens, alors, attends. Continuez. Alors, justement, alors, deuxième article. Alors là, ça date du 27 janvier. Oui. 2025, hein, précisons. Oui, les saisies ont commencé, 7 heures gratuites pour l'État et autres abris de jardin. Voilà. Oh oui. Alors, la piste a été évoquée ces derniers par plusieurs membres du gouvernement. J'adore ces mecs parce qu'en fait, ils savent très bien ce qu'il faut faire. Oui, mais on réfléchit sur... En fait, ils font semblant. En fait, c'est pour préparer mentalement les gens. Voilà. Donc, grosso modo, faire travailler les Français 7 heures par an sans être rémunérés pour financer la sécurité sociale n'est pas à ce stade... ce n'est pas encore le cas, machin. On réfléchit, a clarifié le porte-parole de l'exécutif, Sophie Primas. Je ne sais pas qui est Sophie Primas, j'en ai jamais entendu parler. Ce qui est génial, c'est avec Macron, c'est que maintenant, on n'a que c'est même pas des seconds couteaux. Ils sont en train de rafler les égouts, je veux dire, littéralement. C'est incroyable, quoi. Personne ne sait qui sont ces gens. Et on n'a pas le temps de les connaître que... Non, exactement. Voilà, donc vous allez voir la capture écran derrière nous, donc ça date du 27 janvier. L'idée de contribuer certains retraités évoquée par le ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet. D'accord. N'est pas non plus la position d'ouvrir. Enfin bon, bref. En tout cas, ils veulent. L'idée, c'est nous faire travailler 7 heures gratos pour le gouvernement. Alors, déjà, on travaillait une journée gratos, je rappelle. Je me souviens, c'était en 2001, 2002, je sais plus. Le lundi de Pentecôte. Le lundi, ouais, voilà. Alors ensuite, ça avait commencé comme ça avec les abris de jardin. Hein voilà. Semblable, ça. Il n'était pas question d'imposer le Kidam qui avait une vague bicoque sur son terrain pour abriter ses outils, ses chaises, ses trucs de barbecue, etc. Et pourtant, vous avez l'intention d'ajouter à votre maison un abri de jardin, une piscine, une place de parking, bam, taxe. Ça y est, voilà. C'est sur Moneyvox. Voilà. Un rappel, tous ces aménagements nécessitent l'obtention d'une autorisation d'urbanisme. Voilà. Si leur superficie dépasse les 5 mètres carrés. Et leur hauteur... Non mais attends, ils sont même à la hauteur. Et leur hauteur de plafond 1,80 m. Voilà. À la hauteur, le plafond est défini par le... Exactement, la hauteur du plafond est définie. Il y a des types qui sont payés pour réfléchir à ces questions. Ils sont payés pour ça, les mecs. Non, mais tu ne crois pas. Au moment de leur construction, ces aménagements donnent aussi lieu au paiement d'un impôt local. La taxe d'aménagement, parfois appelée taxe abri de jardin. Pardon. L'impôt est donc bien là. Voilà. C'est en fait, tout ce qu'ils savent faire, ces enfoirés, c'est d'inventer des nouveaux impôts. Voilà. Je pense à une chose. Heureusement que nous n'avons plus les cagadous au fond du jardin. Vous savez, la cabane au fond du jardin qui servait à suivre les besoins. Oui, tout à fait. Non, mais c'est quand même incroyable. À contexter les toilettes, en effet. Mais bon, c'est... Et puis il y a surtout Villeroy de Galhau. Alors, Villeroy de Galhau... Alors, là, parce que ça, c'est le gros morceau, si j'ose dire. On salue, monsieur le gouverneur, votre excellence. Il n'en est pas. Vous savez qu'il a été sauvé par son ange gardien. Hein. Vous savez qu'il a été sauvé par son ange gardien. Il y a un fou à la gare de Bâle. Donc forcément, il était à Bâle, là où il y a les règlements internationaux. Absolument, oui. Et il y a un fou qui l'a attaqué avec un parpaing ou un tournevis, je ne sais plus, qui a commencé à lui défoncer la tête. Il l'a reconnu en tant que gouverneur de la Banque de France. Non, même pas. Ah oui, c'est ça. Même pas. Il s'en est fallu d'un cheveu, si j'ose dire, pour qu'il y reste. Hein. Voilà. Bon. Donc... C'était pas son heure à Villeroy. Non, c'était pas son heure, mais pour la nôtre... C'était un galop d'essai. Oui. Pardon. Non, mais je l'ai risqué tout à l'heure. Bon. La mort est passée à côté. Oui. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais pour financer quoi? Pour financer quoi? C'est ça la question. Il prétend que c'est pour financer la transition énergétique. Mais non, mais attends, la transition énergétique, elle a bon dos. En fait, il faut remplacer... la transition, comme il faut remplacer le carbone par dépopulation, voilà, c'est la même chose pour la transition écologique. C'est une vaste fumisterie, c'est juste des impôts supplémentaires. Et c'est une saisie. Ils vont saisir l'argent des Français pour soi-disant d'être plus verts. Mais c'est grotesque. Et si vous étudiez de près le plan proposé par l'Europe, le plan vert, il ressemble fortement au Gosplan, à la planification à la soviétique. C'est tout à fait frappant. Alors, vous avez raison. Alors, justement, à nos spectateurs, je vous lis voilà. Donc, parce que M. de Galhau s'est glissé dans le plan média pour raqueter encore plus les citoyens et les PME-PMI, puisqu'il a appelé, je cite, mobiliser. Donc c'est la guerre, c'est une mobilisation. Mobiliser l'épargne privée abondante
en Europe 6 000 milliards en France. Pour financer les transitions écologiques et numériques. Parce que là, il n'y a pas que l'écologie, il y a aussi le numérique. Alors, franchement, les Français, ils s'en foutent. Hein. Ceux qui veulent avoir la fibre optique chez eux ou qui veulent être abonnés Free ou Bouygues ou Orange, c'est leur problème. Je veux dire, je ne vois pas en quoi la transition numérique, c'est pas leur propos, c'est du gouvernement. C'est un marché, c'est Orange. Voilà. Et vous comparez c'est incroyable comment François de Gallo arrive à... parce que là aussi, c'est une préparation mentale pour les Français. Oui. Hein, on va vous prendre 300 milliards pour financer ceci ou cela. Oui. François, pourquoi tu ne dis pas on va prendre 300 pour financer la faim en Afrique, par exemple, au Togo ou en Ouganda ou Dieu seul sait où. Ça passerait peut-être mieux, la pilule. Hein. Qui sait? Ouais. Et vous comparez cette opération... La guerre sémantique est très intéressante. C'est très important. Très intéressant. Si, le choix des mots est décisif. Bien sûr. Et il ne faut pas prendre les mots de l'adversaire. Mais mobiliser. On va mobiliser votre épargne pour aller faire la guerre. Oui. La mobilisation n'est pas la guerre, comme chacun sait. Mais ça y conduit. Et alors, vous comparez ça à Nosferatu, une opération de vampirisation, en fait. C'est de la vampirisation, parce que moi, je dis toujours que les artistes sont des prophètes. Écrivain, musicien, metteur en scène. Et pour moi, je l'ai écrit dans le livre sur Hitler, La vengeance de la planche à billets. C'est-à-dire que le premier film Nosferatu est sorti juste avant la méga hyperinflation de la République de Weimar, qui les a littéralement, qui leur a sucé le sang, véritablement. Et qui nous a conduit à la guerre. Tout à fait. Ce que vous venez de dire est très intéressant. Vous savez que Nosferatu 2.0 est sorti. Ah oui. Oui, parce qu'il est sorti au moment dans les salles où j'ai écrit cet article. Je dis, mais c'est pas vrai, ils n'ont pas fait un remake de Nosferatu. Mais si. Donc ça n'annonce rien de bon. Hein. Oui. Et ce que vous venez de dire est très intéressant. Les artistes, les musiciens, les poètes, les littérateurs disent mieux la réalité que les essayistes, les sociologues, les économistes. Or, vous savez que c'est la thèse de René Girard. C'était également la thèse de Jacques Attali, en l'occurrence, avec dans son livre Bruit. Oui. C'est le seul livre qu'il écrit en plus par lui-même, je pense. Bon. Les musiciens sont des prophètes. Alors, la musique annonce le futur. Dans une certaine mesure. Mais la cacophonie de la musique contemporaine nous annonce... Bien joué, bravo. On va écouter du Bartók. Bartók. Et encore, c'était un annonciateur. Mais concerto pour une porte et une fenêtre. Ça préfigurait la Banque Centrale Européenne. Ça préfigurait nos billets de banque, il n'y a que des portes et des fenêtres. Oui, c'est vrai. Mais oui. Et encore, c'est écoutable. Pour porte et fenêtre, c'est Pierre-Henri. Schengen. Schengen, exactement. Bravo. Bravo. Schengen. Oui. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, en effet. Bien joué. Non, mais vous êtes en pleine forme. Hein. Oui, vous aussi, mon cher. Alors attends, mais on était où avec ça? On était sur Nosferatu. On était avec les vampires, on a sur la BCE. Mais c'est des liquidités, donc les vampires aspirent les liquidités, je rappelle. C'est intéressant, la comparaison est très pertinente. Et alors, je trouve. Mais alors, on va aspirer du sang, de la vie, des ressources, de l'épargne, mais jusqu'à quel point? Parce que j'ai la phrase de M. Villeroy. Oui, c'est ça la question. Alors, écoutez bien. Il faut récupérons ces 300 milliards pour faire face aux besoins d'investissement que nous avons en Europe et utilisons nos atouts, a-t-il déclaré lors de cette, une conférence de presse ou petite réunion. Donc, bref, je dis, il faut prendre l'épargne des Français pour la transition écologique. Oui, mais est-ce qu'on a demandé aux Français s'ils voulaient? Non, pas du tout, évidemment. Et M. Villeroy de Gallo, que je sache, n'est pas élu. Du tout. Donc, voilà. Non, c'est pas un élu, bien sûr. Mais il est gouverneur de la Banque de France, qui ne sert à rien par définition, parce que toutes les décisions sont prises à la BCE. En effet. Donc c'est quelqu'un qui ne sert strictement à rien. C'est ça qui est extraordinaire. Absolument. On se réjouit de savoir que M. Thierry Breton vient de partir
auprès de la Banque America. Mais quelle honte, comme dirait Nicolas Sarkozy. Quelle honte. Non mais vous vous rendez compte? Je veux dire, Breton qui atterrit comme le Premier ministre Gordon Brown, qui a fini à la JP Morgan. Comme il y en avait un autre, Barroso chez Goldman Sachs. Et Tony Blair. Et Tony Blair, Tony Blair aussi chez JP Morgan, je crois, non? Autant Monsieur Barclays. C'est Barclays, hein. On vérifiera. Non mais moi j'ai jamais vu un de ces hommes politiques, à la Banque Centrale Européenne, qui a atterri comme directeur général à la Narodni Banka de Moscou, oui. ou à la Narodni Banka de Belgrade ou de Sofia. C'est étrange, oui, en effet. C'est quand même incroyable, quoi. On les voit, les mecs, on les voit, les traîtres. Et en plus, Breton est un traître à double titre, puisqu'il a renoncé à sa nationalité, il est devenu sénégalais de mémoire ou camerounais, je ne sais plus. Je saurais vous dire. Oui, avec Dieudonné? Oui. Je ne sais plus si c'est Cameroun ou Sénégal. Peu importe. Mais c'est pour payer mon impôt. Oui. C'est pour payer mon impôt. Bien sûr. Voilà. Et en même temps, il va s'acheter un château. Oui, bon, je m'en fous, il fait ce qu'il fait de son argent, mais je crois que ces gens, ils ont pété un plomb. Ils sont complètement... Alors, attends, je termine. C'est le mot. Alors, parce qu'il y a Guy de Lafortelle. Alors, j'aime bien ce garçon, Guy de Lafortelle. Nous l'avons reçu ici. Ah d'accord. Oui, bien sûr, plusieurs fois. Et je me flatte d'être son ancien professeur. C'est vrai? Oui. Oh, c'est sympa. Alors, il dit justement, voler l'épargne des Français pour se le mettre dans la poche devient, je cite, investir dans la transition climatique. Voilà, exactement. Avant, c'était vaccinez-vous pour sauver votre voisin. Pas du tout pour enrichir les labos, quoi. C'est la même idée. Voilà. Tout est dans la sémantique. Et c'est pour ça que notre métier, en tant que journaliste de presse écrite, là, pour le coup, les mots veulent. Le choix des mots, ça compte. Vous en avez parlé une fois ici dans une revue de presse, je me souviens, à propos d'Orwell. Oui, bien sûr. La guerre, c'est la paix. Bien sûr. Voilà. La sémantique. Vous ne posséderez rien, vous serez heureux. Vous mangerez des insectes. Vous n'aurez droit qu'à un seul voyage en avion par an. Voilà, n'oubliez pas. Et tout ça, en fait, c'est une obéissance à Davos. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Ouais. Mais sauf que Davos... Respect Davos. Hein. Oui. Klaus, sauf que je fais de la provoque exprès. Il y en a un qui va nous remettre Davos en cause, c'est un certain Trump dont nous allons parler. Clairement. Mais attends, juste parce qu'on a parlé de Bill Gates, Bill Gates, des chèvres. Vous mangerez des insectes. Justement, ça marche pas. Il y a une entreprise qui s'appelle Insect avec un Y. Insect. Le choix des lettres est important. Oui, Insect est en faillite. 500, ils ont avalé 580 millions, je sais pas quoi. En faillite. Voilà. Les cafards, ça coûte cher. Hein. Il fallait changer le S. Non, mais c'est des truands. Infect. C'est des truands. Ce sont des truands. Sans compter que je crois qu'il y a un élément chimique des insectes que les estomacs humains ne digèrent pas. Mais tiens, justement, regardez bien. Personne n'a oublié la réunion du WEF, de Klaus Schwab, Davos, et en particulier cette intervention vidéo de Harari et de Orit Gadiesh, 2 citoyens israéliens, c'est un hasard, dont Mme Gadiesh qui travaille avec le Mossad et qui parle de la Corée du Nord, mais avec un double sens. Donc, en fait, ce qu'ils sont en train de dire... Alors, vous avez la vidéo sur la revue de presse, vous allez le voir, ça date du 27 janvier. Sachez que nous, les gens de Davos... voilà, la clé, nous ne serons pas en sécurité. Ils ont peur des gueux. Oui, ils ont peur du peuple. C'est pour ça qu'il y a cette phrase. Cette phrase est sortie dans cette vidéo. C'est très important. Nous ne serons pas en sécurité. Et là, ils balisent. Oui, bien sûr. Et ils balisent d'autant plus que, justement, je l'ai fait remarquer dans mon bouquin, Les nouvelles routes de la servitude. Absolument. Aujourd'hui, il y a un auteur qui a été prophète, c'est Christopher Lasch, qui a montré que les élites avaient trahi leur fonction et qu'elles travaillaient, que ce n'était pas la révolte des masses qui mettait en cause la démocratie et nos systèmes. C'est bien les élites. Et les élites commencent à avoir peur aujourd'hui. Les gilets jaunes, les bonnets rouges, ça commence avec les bonnets rouges. Et les bonnets jaunes. Avec la coordination rurale. Et alors j'ai vu une scène complètement surréaliste où le responsable de la gendarmerie demande aux bonnets jaunes, enfin à la coordination rurale, de retirer leurs fanions, qui ne sont même pas des drapeaux, et leurs bonnets.
C'est abusé. Oui, leur bonnet jaune, absolument. C'est hallucinant. Incroyable, c'est incroyable. On n'a jamais demandé à la CGT de retirer ces drapeaux rouges. Leur drapeau rouge. Alors qu'on pourrait leur demander de retirer le drapeau rouge d'un pays, d'un système communiste qui a fait 200 millions de criminels, qui a fait 200 millions de morts. Ça, oui. Non, mais les CRS, bon, je veux dire, je sais. Non, mais c'est le commandement. C'est le commandement ou le préfet, je ne sais pas. Mais enfin, c'est quand même hallucinant. Alors, tiens, j'ai deux autres infos pour vous sur les saisies. Enfin, sur nos spectateurs, parce qu'on va être saisis. Ils veulent nous saisir. Voilà. Enfin, ils veulent saisir nos biens. Ils veulent saisir notre argent. C'est ça le truc. Alors ensuite, alors là, il y a le statut de l'auto-entrepreneur. Ah oui, alors ça, c'est une arnaque qui a été inventée pour faire baisser les statistiques du chômage. Oui. Je le rappelle, c'était fait en 2001 ou 2007, je ne sais plus, 2007. Sarkozy. Et c'est Laurent Wauquiez qui a vendu ça sur toutes les chaînes. Absolument. Enfoiré, Wauquiez. mais non, il s'agissait d'abaisser le seuil de TVA. Non, je parle non, c'est en deux temps. C'est d'abord parce que les quand vous devenez entrepreneur, c'est un nouveau statut. Oui, bien sûr. Donc ils deviennent auto-entrepreneurs, donc du coup ils n'apparaissent plus dans les statistiques du chômage. Évidemment. Première chose. Et ensuite on leur a promis, vous ne paierez pas de facture, machin. Eh bien voilà, maintenant, vous pouvez faire un chiffre d'affaires jusqu'à 85 000 €, vous ne paierez pas de taxes, de TVA. Et alors le gouvernement français ils ont fait le fond de tiroir et Bayrou a décidé de baisser ce chiffre à 25 000 pour avoir 400 millions de taxes en plus dans la poche, évidemment, de ces gens et des entreprises. Voilà. Parce que du coup, la TVA va circuler. Et puis finalement, vous savez, les arnaqueurs de la TVA carbone, finalement, ils n'ont fait que voler l'État qui vole les gens, finalement. Oui. Je veux dire... Ne leur jetons pas la pierre. Oui, sauf qu'ils ont été condamnés. Bien sûr qu'ils ont été condamnés, mais ils n'ont fait que... C'est de la fumée. Oui. C'est de la fumée, pardonnez-moi. Oui. C'est ça, je veux dire, c'est une arnaque. C'est une arnaque. Oui. Remplacer carbone par dépopulation et tout revient en... Tiens, justement, à ce propos, Bill Gates, je fais une parenthèse. Bill Gates a investi dans une entreprise américaine. Alors, il avait investi dans deux. La première, c'est dans la fausse viande. Alors, ça marche pas, c'est dégueulasse, et puis ça donne une haleine de cheval, si j'ose dire. On appelle ça steak. Voilà. Et maintenant, il a investi dans une autre usine qui va fabriquer du beurre, sans lait. Voilà, tout est à l'avenant avec lui. Il est fou, il est devenu fou. Ce mec est un danger public. C'est le Tout ça parce qu'il veut se débarrasser des vaches. Bien sûr, c'est l'hubris, oui, parce qu'elles pètent trop. Ah, voilà, c'est ça. Bon, mais c'est l'hubris des milliardaires. Mais absolument, c'est ce qu'on avait dit. C'est le même. Alors tiens, justement, donc les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Voilà. Il y a un excellent article sur ER qui a... Moi, je trouve que les journalistes de ER sont devenus... C'est le Libération des années 70-80. Où Libération avait un pouvoir. C'est génial, ça fait plaisir de voir... alors que Libé est devenu une daube. C'est par la volonté des banquiers qui financent. M. Pigasse, par exemple. Oui. Vous vous souvenez des titres de Libération des années... Génial. Le premier titre, lorsque Ariane... retombe à l'eau. C'était... Ariane, la France lance un sous-marin. Voilà, tout à fait. C'était drôle. Bon titre. Ou la tribune de Moscou sur le tombeau de Lénine, avec le Politburo. Ils sont comme ça, leur chapeau. L'URSS vous présente ses meilleurs vieux. Oui, c'est génial. Excellent. Mais c'est fini, ça. Mais nous, on faisait, à l'époque, le quotidien faisait la course. Des titres comme ça. On faisait la course avec Libé sur les titres drôles. C'était sympa. Mais c'est fini, ça. Charles Pathé, l'arrestation de Charles Pathé. On examine sa vie tranche par tranche. Oui, voilà, c'est exactement ça. C'était génial. C'est la grande époque de la presse qui avait de l'esprit, des journalistes qui étaient formés. Moi, je fais partie de cette génération qui est en train de disparaître. Mais nous avons été contaminés par la moraline. Non, pas moi. Pas vous, moi. Mais qui nous interdit d'avoir un mot il ne faut pas vexer machin, il ne faut pas vexer un tel, il ne faut pas vexer force de vexer plus personne. Il y a que le canard enchaîné qui se le permet encore. Non, ils sont mauvais. Le canard, ils sont... C'est fini. Alors, justement, dernier truc. Alors, maintenant, c'est les... Alors, ça, c'est encore plus vicieux. Bravo, Bayrou. Le gouvernement envisage d'augmenter le prix du cheval fiscal de 33%, qui est plafonné aujourd'hui à 60 €. Il passerait alors à 80 €. Mais ce n'est pas tout. Désormais, certaines villes pénaliseront les voitures garées en fonction de leur poids. Oui, c'est ce qu'on a vu. Voilà, donc 2 lames.
Et même 3, puisque si votre voiture est critère 3, vous ne rentrez plus, donc il faut acheter une permission. C'est l'apartheid automobile. L'apartheid, c'est le pass vaccinal pour la voiture. Christophe Guilly l'avait très bien vu, ça. Les territoires sont abandonnés, mais maintenant, ils sont interdits. Non, mais c'est ça, il ne faut pas que les gueux viennent se promener dans les villes des riches. Sauf que, ce que vous ne voyez pas, enfin, si vous voyez, mais ce que eux ne voient pas, pardon, puisque les gens, d'ailleurs on le voit aujourd'hui partout, puisque les gens ne peuvent plus venir en ville, puisqu'ils ne peuvent plus se garer. Ça va commencer comme ça, hein, supprimer les places. Et bien regardez toutes les boutiques qui sont rue Saint-Honoré. Rue Saint-Honoré. Allez voir, tiens, on va vous le montrer. Voilà. On va vous montrer les photos. C'est moi qui ai fait les photos. J'ai halluciné. Rue du Faubourg Saint-Honoré. C'est la rue du Monopoly. C'est la fameuse rue juste... tout près de l'Élysée. Voilà, elle croise la rue de la Paix, par définition. C'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Et en fait, ces gens, ils ne veulent même plus. Alors, ils se disent, on va les empêcher de venir. Mais il n'y aura plus de boutique, il n'y aura plus rien. Parce que ces gens, en fait... Ils n'auront plus de raison de venir. Exactement, parce qu'il n'y aura que les ultra-riches en ville. Oui. Tous les autres, classes moyennes, etc., en dehors. Mais il n'y aura personne pour faire vivre la ville. Absolument, absolument. Voilà, il n'y aura plus de boutique, il n'y aura plus rien. Ça va être des ghettos exactement comme à Los Angeles, où ils vivent dans des communautés fermées, avec des gardes, des machins armés, etc. C'est comme au Brésil. Ce qu'ils appellent les gate communities. Gated communities, absolument. Et on aperçoit ça dans le film... Ce film est extraordinaire, Le Soleil Vert, qui est un film qui Soleil Vert, oui, tout à fait. 30 ans. Vous savez que les riches sont dans une espèce de ghetto ultra protégé. Mais c'est le cas aujourd'hui à Los Angeles. Mais c'est également le cas un peu partout. Vous savez, Attends, Neuilly, excuse-moi, Neuilly par rapport au Kremlin-Bicêtre, c'est pas tout à fait la même chose. Et Auteuil, il y a un village à Auteuil entièrement fermé. Tout à fait, Victor Hugo, il y a un village entièrement fermé également, avenue Victor Hugo. Avec à la poterne, des gardiens. Exactement. Gated Communities. Gated Communities. Voilà. Alors, juste, je finis là-dessus. Alors, je salue le Grand Orient. On les salue 3 fois. Oui, bien sûr. Donc, ils ont eux aussi, à la Grand Orient de Paris, français, pardon, à la propagande de Davos, puisqu'ils ont lancé l'idée en 2023 et surtout 2024 de voter une loi pour permettre de mourir. Sorte de droit à mourir, tant et si bien qu'ils l'ont demandé à Emmanuel Macron. Alors, Grand Orient, franchement, vous n'avez pas honte. C'est vraiment des pourris, quoi. C'est 3 fois pourris, pardon. Vous le découvrez Non, je ne savais pas que... je ne m'attendais pas à ça, à une telle pourriture de la part du Grand Orient. Ils sont non seulement pourris, mais pourrisseurs. Et pourrisseurs, absolument. Alors moi, je me souviens de Jacques Attali, qui avait... D'ailleurs, à la suite de ça, j'ai eu des mots avec lui, il m'a bloqué sur Twitter, mais c'était il y a 10 ans de ça. Oui. Jacques Attali qui avait dit, au-dessus de 65 ans, l'homme n'est plus tout à fait, donc il faut s'en débarrasser. Oui. Sous-entendu, il faut s'en débarrasser. Mais quel âge a-t-il ? Maintenant, il a 80 ans. Aïe. Bon. Je ne sais pas quel âge, 75. Voilà, donc il faut commencer par lui. C'est ça la question. Non, mais toujours, on revient même des populations. C'est-à-dire éliminer les vieux. Et je vous signale que pendant le Covid, c'est ce qu'ils ont fait. Dans les EHPAD, ils ont empêché les gens, les familles de venir. Les personnes âgées qui n'avaient que leurs petits-enfants, c'était leur seul petit bonheur, elles sont mortes dans la tristesse. Eh oui. Ce sont des criminels. Jacques Attali, t'es un criminel. Tiens, en fait, Attali, tu pourrais nous expliquer les 350 000 euros que t'as pris de l'USAID ? Alors, j'allais le dire. Enfoiré, traître. Alors, très exactement, c'est 300 000 $. 300 000, pardon. On lui a fait un petit don. Voilà. Un petit don. USAID, mais c'est la CIA, plutôt. Ce que vous dites dans la revue de presse, c'est venu de la CIA. J'ai toujours dit ici, que l'USAID, c'était la CIA. Ça fait longtemps qu'on le sait. Mais alors, attention, pourquoi est-ce qu'il a reçu ces 300 000 ? Pour lancer un programme économique aux Comores. Aux Comores, en plus. C'est un État ennemi de Mayotte. Ben oui, bien sûr. On salue la mémoire de Bob Denard, fameux mercenaire français qui était qui était aux ordres d'Alexandre de Marange. Oui, c'était marrant. Oui. C'était une belle époque. Une belle époque. Oui. Une belle époque. Alors, revenons à notre revue de presse, mon cher Pierre. Oui. Et nous avons épuisé à peu près... On salue Jacques Attali. Les saisies de l'épargne des Français. Il faudrait que nous donnions quelques... mais c'est pas fini. C'est pas fini. Non, c'est pas fini. Mais ça va continuer. Justement, tiens, avant de venir, j'ai vu sur mon fil Twitter, parce que quelqu'un me l'a envoyé, alors je sais plus si c'est un député allemand ou... un homme politique allemand, en tout cas, ça c'est sûr. Oui. Nous avons suffisamment d'épargne en Allemagne
Oui. Pour répondre à parce que les Allemands aussi commencent à s'endetter là. Parce que depuis le Covid, leurs voitures ne se vendent plus. Oui. Donc depuis 5 ans, c'est une catastrophe pour l'Allemagne. L'Allemagne a une croissance zéro cette année. La Deutsche Bank, le profit de la Deutsche Bank, moins 90% sur 2024. Oui. Donc là, il y a un problème en Allemagne. Voilà. Là, chers spectateurs, vous êtes tous témoins. Combien de fois on vous a dit ici, sur ce plateau, quand l'Allemagne est malade, la France attrape le choléra. Et là, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. C'est très net. Hein. On va le payer. Bon. Porsche a licencié 1700. C'est dans la revue de presse, en effet. Allez sur la liste des licenciements, on ne peut pas la donner. Bon, cher voilà, Pierre, et justement, mais il faut aider l'Allemagne. Vous ne voulez pas vous acheter une Porsche? Non, j'ai déjà donné. Mais en l'occurrence, le Porsche vient de licencier 1700 ingénieurs. Ouais. C'est très très mauvais signe parce que Porsche, c'est une compagnie un constructeur qui ne licencie jamais, qui est extrêmement fidèle à ses collaborateurs, à ses employés, ses salariés ouvriers. Donc s'il vire 1700 personnes, c'est que vraiment c'est une cata en ce moment en Allemagne. Ça c'est sûr. Voilà. Et alors, juste avant, oui, dites-moi. Vous alliez nous parler d'Amélie. Oui, juste Amélie de Montchalin, parce que on en a parlé tout à l'heure à l'ouverture, mais en fait, elle l'avait annoncé en 2018, et je voudrais vraiment qu'on voit la vidéo. Alors, j'espère que Charles pourra mettre un extrait. Il faut qu'on rappelle quand même qu'on a 1600 milliards d'euros dans l'assurance vie en France, et chiffre intéressant, 400 milliards d'euros sur les comptes bancaires des Français. C'est 3 ans d'épargne non allouée qui est sur nos comptes en banque. La bonne nouvelle, c'est que si vous êtes des intermédiaires financiers, vous savez où trouver l'argent. Elle dit, en fait... elle explique devant des banquiers. Voilà, c'est une conférence, et elle est devant un parterre de banquiers français. Voilà. Et elle leur dit... Que leur dit-elle? Il vous suffira de vous servir dans les dépôts des Français. Voilà. Alors là, je la cite. La mesure s'appliquerait à 0,01% des citoyens les plus riches du pays, soit environ 4000 personnes. Voilà. Chacune disposant d'une fortune colossale, supérieure à 100 millions d'euros, selon la proposition, etc. Alors, ça fait référence à la loi qui vient d'être votée à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire les taxer les super riches. Une taxe de 2% sur leur fortune. Donc c'est la loi Zuckman de mémoire. Zuckman, absolument. Voilà, mais il faut qu'elle passe devant le Sénat. Oui. Et donc Amélie de Montchalin, voilà, c'est pour ça que j'en parle, parce que... Elle avait dit dès 2018. Non, là, elle a fait une conférence de presse en disant c'est un scandale, on s'attaque aux riches. Ah oui. Mais oui. Elle dit le contraire de ce qu'elle avait dit, donc. Non, c'est parce qu'en 2018, elle disait déjà qu'il faut se servir, mais chez les pauvres. Alors que là, c'est la taxe sur les riches. Ah oui, et donc, du coup, elle n'est pas contente, Amélie. Ah oui, d'accord. Non, mais c'est incroyable comment ces gens haïssent les Français. Ouais. Mais ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. C'est épouvantable. Mais vous savez, Amélie de Montchalin. Mais si vous prenez la vidéo est tellement parlante. 1 euro à 20 millions de pauvres, ça vous rapporte c'est 20 millions. C'est ce que font les banques. La Banque Postale, c'est ce qu'elle fait. Hein. Et voilà. Moi, je rappelle, depuis 2008, depuis l'explosion de 2008, et ça, c'était il y a déjà 5 ans, c'était à la une des Échos. Ouais. Les frais bancaires avaient augmenté entre 2008 et 2018, voilà, 10 ans. 1000%. Ouais. 1000. Les banques se sont, rattrapées, entre guillemets, dans la poche des Français. Oui. Voilà. Ça devrait être interdit. Il devrait y avoir une commission parlementaire pour surveiller ce que font ces banquiers. C'est absolument scandaleux ce qu'ils font. Commission parlementaire. Mais comme ils sont... vous savez que c'est les banquiers qui payent le plus d'influenceurs, lobbyistes, pardon, c'est pas le même mot, de lobbyistes à l'Assemblée nationale, hein, et surtout à Bruxelles. À Bruxelles, Bruxelles, c'est... Barroso, il est bien parti à Goldman Sachs. Hein. À l'aéroport de Bruxelles. Thierry Breton, il va à la gare de Bruxelles, tout le monde arrive pour aller de son petit couplet influenceur. C'est ça. Oui. Alors, vous avez parlé de la Banque Postale, ça nous amène à aborder la rubrique que nous aimons tenir ici, nos dernières nouvelles de nos amis les banques. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nos amis les banques. Alors, comment ça va ? La Banque Populaire vient d'être rachetée par la Caisse d'épargne. Fusionnée avec la Caisse d'épargne.
Alors attends, non, alors je ne sais plus ce que c'est parce que j'en ai plusieurs. Alors on va le faire rapidement. Hein, parce que bon. Voilà, alors... Attends, non. Mieux que ça. Mieux que ça. Si, mais ça va avec. En fait, alors ça date de cette semaine. Ouais. La Banque Centrale Européenne perd 8 milliards. Et comment cela? Excellente question. Oui, enfin... Pendant que le lingot d'or flotte littéralement dans les airs grâce à son poids, si j'ose dire, les Bac plus 20 de la Banque Centrale Européenne ont été littéralement humiliés, une nouvelle fois, en déclarant in petto une perte de 7,9 milliards d'euros. Les connaissants, parce que je les connais bien depuis toutes ces années, c'est le double, soit 16 milliards d'euros, puisque par le passé, la Banque Centrale Européenne n'a pas été la dernière à bidonner son bilan, comme l'a si souvent montré professeur Chavillier, notamment, que vous avez eu ici, qu'on a reçu, et surtout toutes les banques. 2009, 2010, 2011, 2012, elles avaient sérieusement bidonné leur bilan. Comment a-t-elle perdu? Comment a-t-elle perdu ces 16 milliards? Alors, je vous lis la... Alors, c'est la déclaration... C'est marrant parce que les Anglais se foutent de nous, littéralement. Les Anglais ont dit « Thanks God, we left the UE ». Dieu merci, on a quitté l'Union européenne. Voilà, mais en réalité, donc... enfin, en tout cas, c'est toujours Financial Times et l'Express écossais qui ont lancé ces pavés dans la fenêtre de Christine Lagarde. Je cite « La perte dans le bilan 2024 reflète l'impact des taux d'intérêt plus élevés. » que la BCE a porté à un niveau record, blabla, en réponse à la plus forte flambée, blabla, d'inflation, blabla, de son histoire, blabla. Hein, voilà. Cette révélation devrait servir de rappel cinglant au Premier ministre Sir Keir Starmer des risques inhérents à un rapprochement avec l'Union européenne. Voilà. Donc oui, il n'y a que la presse anglaise qui a commenté, la première a commenté les pertes de 8 milliards de la Banque Centrale Européenne. Et c'est trop investi. Parce qu'en fait, autant avant, elle avait un coussin de protection, on va dire une piscine remplie, là, elle l'a plus, Christine. Hein, voilà. Donc c'est très intéressant. Alors, les pertes de la BCE découlent principalement des déséquilibres de taux dans le système de paiement Target 2, blabla, où elle a payé 4% d'intérêt sur des fonds empruntés, mais elle a perdu de l'argent alors que son programme de prêt... C'est du bullshit. C'est bullshit, c'est de la planche à billets. Je te le prête, je te le donne, je te le reprête. Elle le prête aux banques qui le replacent au sein de la banque, de la BCE. Mais c'est une mascarade. C'est extrêmement technique. Mais je veux dire, le standard or était tellement plus simple. Ah ben voilà. Voilà, oui, j'en sais quelque chose. Parce que j'avais écrit quelque chose là-dessus. Vous avez connu John Pierpont Morgan? Non. Vous êtes un grand. Hein. Non, mais sérieux. Non, mais... Là, vous aurez pu. Non, franchement, je vous vois bien à l'époque de John Pierpont Morgan, en tant que banquier d'ailleurs. Arrêtez. Vous savez, à l'époque de Ben Bernanke, qui a été gouverneur de la Banque de France. Vous le ressemblez un peu sans les lunettes. Les étudiants m'appelaient Ben Bernanke. Oui, absolument. Vous le ressemblez, absolument. Mais je le ressemble. C'est un spécialiste de Weimar. Hein. Oui. Il a fait son doctorat. Il n'a jamais bossé dans le privé. Hein. Oui, c'est pas ce que c'est. J'ai pas le niveau de revenu de M. Ben Bernanke. Surtout qu'il est allé chez Cerberus, de mémoire. Ah oui, Cerberus. Il a quitté la Fed. Je crois que c'est Cerberus ou un autre, mais c'est pareil. Cerberus a été c'est 200 millions par an. Condamné 12 fois pour blanchiment. Vous plaisantez, 200 fois. 200 fois. Mais c'est des escrocs. Bon, Cerberus, c'est des vautours. À Wall Street, ils les appellent le vautour. Oui, le vautour, en effet. Le vautour, voilà. Attends, on en était où? Alors, on en a été... la perte de la Banque Centrale Européenne. La Banque Centrale Européenne. Alors, les deux questions voilà. Enfin, en fait, ça va entraîner trois choses. Ça prouve que la BCE n'a pas le soutien des propriétaires comme une banque centrale devrait en avoir. C'est-à-dire qu'en fait, tous les autres gouverneurs des autres pays, en fait, ne soutiennent plus la BCE. Mais il y a toujours eu cette rivalité entre Francfort et... Bon. Affaiblissement de l'euro en raison du bilan de la banque. Donc ça, c'est plus grave. Justement, c'est ça. Exactement. Et l'affaiblissement aussi de l'économie allemande, qui était le soutien principal de l'euro. Bravo. Exactement. Tension encore plus forte allant jusqu'à la rupture dans la zone euro. Voilà. Et je conclue en disant, comme l'avait constaté le tsar à ses dépens, c'est l'éternel retour du Congrès. Oui. Non, mais c'est... Tiens, puisqu'on est dans les arnaques des gouverneurs... Alors, vous avez une petite arnaque par là?
Une grosse arnaque de derrière les fagots. Oui. Non, mais c'est énorme. C'est tellement... il était déjà apparu dans ma revue de presse, dans mon radar, il y a à peu près 10 ans de ça. Alors, j'en suis friand. Voilà, ça date du 27 janvier 2025, donc vous allez le retrouver sur quotidien.com. Alors, Rodrigo Rato. Donc, c'est pris un râteau de 4 millions d'euros. Oui, l'ancien ministre de l'économie. D'accord. Et attention, ex-dirigeant espagnol du FMI. Ah oui, d'accord. L'antenne au-dessus, espagnole de FMI. C'est le soleil espagnol en plus. Oui. Hein. Voilà. Du FMI, de 2004 à 2007. D'accord. Donc, il s'est pris un râteau. Alors, a été pris une nouvelle fois la main dans le sac et a fait le frais de la justice de Madrid, qui lui a infligé 4 ans de prison. Oui, c'est pas mal. C'est quand même... Attends, un ancien patron du FMI en tôle, ça vaut Sarkozy avec son bracelet. Hein, c'est grandiose. Et 2,5 millions d'euros à payer au fisc et à la justice espagnole. Entre 2005 et 2015, donc pendant 10 ans, Rato avait ouvert une dizaine de sociétés écrans. Donc Panama, Monaco, Bahamas, Irlande, Caïmans. Formidable. La totale. La totale, tout. Île de Man. Île de Man. Oui, les gens ne connaissent pas, mais Île de Man, c'est un Seychelles. C'est tout près. Oui, tout à fait. Bahamas, Irlande, oui. Pour placer ses fonds, presque 10 millions, eux-mêmes pas toujours clairs, justifiés. En réalité, non, mais en réalité, ils les avaient détournés, écoutez bien, de la Caja de Madrid, la banque espagnole, la Caja Madrid, la caisse. Caja, je crois que c'est la caisse. Oui, Caja, avec un J. Voilà, avec un J. Voilà. Donc, ça fait suite à une affaire que j'avais chroniquée en 2017. Le tribunal espagnol a jugé et condamné les 65 anciens banquiers membres du conseil d'administration de la Caja Madrid, devenus entre-temps Bankia pour détournement de 12 millions d'euros grâce à des cartes Visa Black Infinite passées en mode invisible, etc. etc. Voilà. Oui. Tout le conseil d'administration de la Caja Madrid, dont l'ancien patron du FMI, non mais ils sont devenus fous. Je dis, les banquiers sont devenus fous entre l'an 2000 et 2008. C'est la clé. Hein. Ils ont pété un plomb. Moi j'ai déjà dit, j'ai connu les banquiers de l'ancienne génération quand les mecs étaient droits comme dit. Ils étaient austères. Ils finançaient l'industrie. Ils finançaient l'industrie et les entreprises. Ils ne finançaient pas la finance. C'est toute la question. Mais il y avait une séparation en plus. Voilà, il y avait une séparation banque d'affaires. Banque d'affaires et banque de. Oui, bien sûr. Banque de dépôt. Le criminel dans tout ça, il n'y a qu'un seul criminel. Si je devais en nommer un seul, c'est Larry Summers. Summers. Oui, Larry Summers. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est encore... Alors, les banques, nos amis les banques, il y a aussi la Société Générale... Alors, attends, j'avais des banques en faillite, mais je ne les vois plus. La faillite, il y a une banque... Pulevski, aux États-Unis. Oui, alors brièvement, brièvement, alors là... C'est quand même une vieille banque, hein. La Pulevski, elle a survécu à la banque... à la crise de 1929. Oui, c'est ça. Et, ça y est, elle a fait faillite. Bon. Et puis, vous avez... C'est ça, fondée en 1890 à Chicago. Elle a rendu l'âme alors qu'elle avait parfaitement résisté donc, à la crise de 29 et à 2 guerres mondiales. C'est pas rien. Hein. Voilà, donc ça, c'est une banque américaine qui a fait faillite, qui est tombée. Alors attention, on en a une autre. La Socram aussi. Alors la Socram, elle n'a pas fait faillite, mais elle a été remise... donc alors attends, c'est quoi déjà? Alors c'était réservé aux fonctionnaires a priori définitivement cramés et arrête ses opérations du jour au lendemain. Bon. Voilà. Et donc elle oriente les gens vers le crédit coopératif. Mais alors qui est la Socram? Alors en fait le crédit coopératif qui lui-même a fermé des dizaines d'agences et qui reste une filiale plus ou moins cachée de la BPCE, constituée en 2009 de 2 banques en faillite, Banque Populaire et Caisse d'épargne. Oui. Je rappelle, c'est Sarkozy qui les a réunis en cachette, bien sûr. Pour ne pas terroriser les Français, pour qu'il n'y ait pas de banque l'épargne. Voilà. Alors, donc Socram et Banque, ensuite il y a quoi? Il y a la Norinchukin Yuan Bank. Oui, j'ai vu ça aussi. Alors bon, ils ont été sauvés par le gouvernement, mais ils ont perdu quand même, je ne sais plus combien de milliards là. C'est énorme. Il y a quand même 12 milliards. Mais quand même moins de faillites de banque quand même en ce moment. Il en reste tellement. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'elles se sont, comment dire, la pyramide, si vous voulez, ça devient il y a moins de monde, plus on monte. Alors, il y a quand même, vous faites une révélation quand même qui est intéressante, c'est que le Crédit Suisse a été, en fait, on a beaucoup parlé du Crédit Suisse, mais il a été coulé par les Américains, en fait. Le Crédit Suisse? Oui.
En fait, c'est plus Oui, vous avez. Je l'avais dit ici maintes fois. Oui. Dans le sens où les Américains ont mis le revolver sur la tempe du gouvernement suisse en disant vous allez saisir tous les biens des Russes qui sont dans vos comptes bancaires. Donc c'est censé le secret bancaire suisse. Et donc là, le reste du monde a vu que même le Crédit Suisse ne respecte plus, c'est-à-dire qu'ils sont à la simple demande des Américains, on peut saisir vos comptes, alors que c'est des comptes anonymes. Donc tout le monde s'est barré. Je veux dire, du jour au lendemain, tout le monde s'est précipité à Genève. Je dis non, moi je retire mon argent. Alors, Pierre. Les Américains l'ont flingué, mais c'est à cause de l'Ukraine. Alors nous avons aussi, il faut parler de l'or quand même, puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure. L'once est à 3 000, le lingot à plus de 90 000. Et M. Trump a demandé, à moins que ce soit Elon Musk, a demandé que l'on fasse un inventaire précis du stock d'or de Fort Knox. Tout à fait. Pourquoi est-ce qu'il demande ça? Parce est-ce qu'il n'y aurait pas... Parce que d'une part, Ben Bernanke avait refusé, je vous rappelle, il avait refusé, malgré les demandes de Ron Paul. Il y a eu une campagne qui a duré 3 ans aux États-Unis pour ouvrir Fort Knox au public, et Ben Bernanke a refusé. Donc à partir de ce moment-là, tout le monde a pensé qu'il y a une... Finalement, il y avait un loup. Oui, que probablement il n'y a pas autant d'or qu'on Martine Aubry quand il y a un loup. Voilà. Donc là, c'est des lingots fourrés au loup. Hein, non mais la question c'est... Il y a un loup dans le coffre. Est-ce que le stock d'or américain est aussi conséquent que... Non, mon sentiment... Alors je veux dire pourquoi, parce que c'est dans mon livre... vous savez que j'ai consacré un livre entier à la manipulation. Enfin, c'est l'histoire de l'or, mais à travers l'Évangile. Avec Saint-Pierre et le Christ. Ça commence d'ailleurs avec Saint-Pierre. Bref... et dans ce livre 666, j'ai publié les documents que j'ai récupérés à la Bank of England, où l'essayeur de la Bank of England se plaint que Fort Knox lui ait envoyé 127 ou je sais plus combien, 150 lingots fourrés au plomb. Non, au tungstène. Au tungstène. Donc, si Fort Knox, déjà, il y a une vingtaine d'années, commençait à truander, et en plus, je veux dire, les Américains qui prennent les Anglais pour des cons, enfin, des idiots, il y a quand même une limite, quoi. C'est quand même... C'est extrêmement dangereux comme jeu. Hein. Donc, du coup, les Anglais ont perdu confiance vis-à-vis de Fort Knox, c'est-à-dire qu'ils n'acceptent plus leurs lingots, alors du moins, il y a une période d'essayage. Hein, donc ça prend du temps. Et donc, mon sentiment, si vous voulez, c'est que, à mon avis, un quart des lingots qui se trouvent à Fort Knox sont fourrés à la pralinée. Voilà. Et c'est pour ça, si vous voulez, que... parce que l'idée de Trump, j'en ai parlé sur la revue de presse, et puis on en a parlé ensemble, dans une émission qui avait été censurée d'ailleurs, sur le livre La vengeance de la planche à billets, vous vous rappelez, c'est que Trump veut... En fait, pour abaisser les 37 trilliards de dettes américaines, il veut remonter le cours de l'or exactement comme l'avait fait Franklin Roosevelt. Voilà. C'est-à-dire qu'il dit aujourd'hui, on va dire, je dis n'importe quoi, l'once est à 3 000, on va le mettre à 15 000. Et du coup, la dette américaine, du fait de la réévaluation des stocks d'or de Fort Knox, voilà. Donc du coup, ils vont revenir à 20. Oui, mais alors ça va faire baisser la valeur du dollar alors. Ils s'en foutent parce qu'à partir du moment... C'est un retour naturel au standard or. J'ai témoin depuis le temps que j'en parle. C'est un retour naturel au standard or. On en parle de plus en plus. 40 États américains ont voté des lois... parce que les États sont indépendants, ils ont tous leur ministère des Finances, ils ont voté des lois pour rendre les pièces d'or et les pièces d'argent legal tender, et les gens peuvent payer, acheter avec des pièces d'or et des pièces d'argent. Sauf que là, il y a la loi de Gresham. Oui. À vous, mon cher professeur. Oh non, la loi de Gresham. Allez-y. Gresham était le financier d'Élisabeth Ier, seconde moitié du XVIe siècle, pardon. Et sa loi est toujours valable aujourd'hui. C'est lui qui disait la mauvaise monnaie chasse la bonne. Autrement dit, quand l'or circule, au bout d'un certain temps, il disparaît. Les gens gardent les bonnes monnaies. Enfin, on échange en argent ou en cuivre. C'est ça. Voilà. Alors, on a vu ça en Yougoslavie. En papier. On a vu ça en Yougoslavie. C'est-à-dire qu'en Yougoslavie, en fait, il y avait le dinar officiel. Donc ça, c'était du temps du banquier central Milosevic, quand il était au pouvoir. Donc il y avait le dinar serbe, enfin yougoslave plutôt. Et
Mais en fait, les gens, du fait qu'il y ait tellement de travailleurs qui étaient en Allemagne, etc., qu'en fait, il y avait une économie parallèle qui était en Deutschmark. Oui. Bah, voilà, enfin... Donc, il y avait les deux monnaies. Et donc, dès que les gens avaient des billets serbes, des billets de banque, paf, ils les changeaient en Deutschmark. C'est ce qui est arrivé au Liban aussi. Bon, pareil, la loi de Gresham. Avant la faillite du Liban, sur les dubs, au Liban, on vous disait, vous voulez de la livre libanaise ou des dollars. Mais ça, vous n'aviez pas en Yougoslavie à l'époque. Ça, vous l'avez pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que le drame yougoslave, enfin monétaire, s'est répercuté, s'est renouvelé effectivement au Liban. Voilà. C'est dramatique. Alors, juste, je finis là-dessus. Parce que dans le livre 600, il y a l'histoire de Milosevic, qui, lui, voyant qu'il y avait cette... en fait, il a mis au point par des seconds couteaux, c'est un escroc de premier rang, des banques privées, qui ont dit déposez vos Deutschmark chez nous et on vous donne 5% ou 6%, je me souviens plus, vous avez le détail dans le livre. Authentique, hein. Pendant 2 ans, ils ont ramassé tous les Deutschmark. Du jour au lendemain, ils ont mis la banque en faillite et tous les Deutschmark, c'était des hommes, les gens de Milosevic qui remplissaient des valises entières et qui les mettaient dans des coffres en Suisse. Et il y en a plusieurs qui ont été gaulés à la frontière, à l'aéroport. Bon. Alors, il reste une chose sur laquelle j'aimerais que nous parlions. La loi de Gresham est toujours active. Ah, toujours. Il y a quand même une chose sur laquelle nous aimerions finir, mon cher Pierre, quoique nous n'ayons pas étudié. Il reste tout ça. Oui, mais c'est quand même la révélation de USAID. Le fait que des centaines d'organes de presse et d'associations ont été financés par l'Amérique. Ah, mais c'est énorme. D'une façon totalement surréaliste. Alors, vous dressez... Ça mériterait une émission à En fait, tous les gens qui ont dit qu'on était des conspirationnistes, que TVL, c'était une chaîne d'extrême droite, gna. En fait, tous ces gens ont été financés directement ou indirectement par les Américains, par la gauche américaine. Parce qu'en fait, Obama était de gauche. Tout ça, n'oubliez pas, ça découle de Obama. Obama. Joe Biden n'a jamais été au pouvoir. C'est toujours Obama qui a piloté. Voilà. Non, mais c'est épouvantable. Alors, vous dressez la liste dans votre revue de presse, mais encore une fois, il faudrait faire une émission. Non, mais franchement, il faudrait qu'on... Il a financé, par exemple, un opéra pour les travestis en Colombie, des films portugais promouvant... Précisez, parce que c'est un opéra avec des travestis, donc avec des rôles de travelots, et pour des travestis. Oui. Ou transgenres, LGBTQ, machin. Oui, l'alphabet n'y suffirait pas. Ouais, exactement. Donc, des films portugais promouvant l'inceste familial, relations sexuelles avec les mineurs, des leçons de poterie à des Marocains, un chèque de 2 millions quand même. 2 millions quand même pour des leçons de poterie à des Marocains. Mais en fait, tout ça, ils payaient des gens, ils payaient des journalistes. C'est ça. Et ils payaient des journalistes. Alors, et puis l'Union européenne a donné 130 millions à la presse. Ah, mais moi, je l'ai gardée pour vous. Elle est là. À la veille des élections européennes. C'est quand même incroyable, ça. Mais après, on vous parle d'ingérence russe dans les élections. Et en Roumanie, ils ont cassé l'élection sous prétexte parce que les Russes... Alors que l'Union européenne, elle a payé des centaines de millions. Alors attends, tiens, c'est le journal italien Il Fatto Quotidiano rapporte que la Commission européenne a alloué 130 millions d'euros à divers médias européens, et cela juste avant les élections européennes. Les recettes et les montants détaillés pour chaque média ont été classés secret. C'est honteux. Mais donc, les pouvoirs financés... Et après, Thierry Breton nous dit que les Russes ont effectué des opérations d'infiltration en oubliant juste de préciser qu'Israël, lui, a pris le contrôle total de la presse française. Bon, à part ça, ça va, quoi. Non, mais c'est incroyable. Alors, dans la liste, on trouve, par exemple, 250 millions de dollars pour la construction d'une route par les talibans, et on n'a jamais vu la route. 330 millions aux talibans pour qu'ils se remettent à cultiver l'opium. Non, mais avant, il larguait du napalm. Il faisait ça en Colombie. Rappelez-vous, en Colombie, ils ont largué du napalm pour qu'il n'y ait plus de drogue, machin, etc. Et puis là, ils leur payent pour qu'ils refassent du pavot. Mais ces Américains sont fous alliés. Enfin, franchement. La gauche de l'État profond américain a des comportements. Et c'est pour ça que Trump... évidemment, donne un coup de pied dans l'affaire mouillée. Alors, ce qui est intéressant, ils ont financé un programme de musique irlandaise transgenre.
LGBTQ. Voilà, c'est pas un numéro de claquette, c'est un numéro de tapette. Oui, voilà. Je suis désolé, hein, oui, c'était... c'est pas mal quand même. C'est bien. Non, mais moi, je trouve ça raciste. Déjà, comment ose-t-on... Comment peut-on faire des différences entre les gens en fonction de leur sexualité? Enfin, c'est pas normal. Mais c'est absolument pas normal. C'est même pas démocratique à la base. Et ces gens vous parlent de démocratie. Ils vous balancent tout de suite la démocratie dans la figure. Oui, mais bien sûr. Alors, ce qui nous intéresse, nous, comme journalistes, c'est qu'il y a un certain nombre de fact-checkers qui ont été financés en faveur de la vaccination, par exemple. Ah, mais ils ont payé tous les fact-checkers, là, les Julien Pain, tous ces clowns-là, les Reichstadt, les merdeux, là, pardon. Je veux dire, tous ces gens ont été payés directement ou indirectement. On le voit, d'ailleurs, dans le truc USAID. On les entend plus trop là-dessus. Hein. C'est très curieux. C'est vraiment c'est incroyable. Un coup de tonnerre, Bill Gates a bien mis 4 millions dans le monde. Oui. Il a mis de l'argent dans l'AFP. L'AFP a bénéficié de millions de l'USAID. Oui. Et ça ne justifie pas le nombre d'abonnements, je précise. Parce que les abonnements à l'AFP sont payants. On est tout à fait d'accord. C'est comme le terminal Bloomberg. Exactement. Voilà. Et le New York Times a reçu des millions aussi. Politico. Politico. Ils ont été pris la main dans le sac. C'est un journal de la CIA payé par la CIA, imposé par la CIA, etc. Le Monde, la BBC... BBC a pris je ne sais pas combien de millions. Oui. Donc si la BBC apprend France... moi, j'aimerais bien savoir... j'aimerais bien mettre le nez dans la compta de France Info, de France Inter, parce que je pense qu'ils en ont reçu, eux aussi, des millions de la part d'officines comme ça qui dépendent de l'Europe ou des trucs pour encourager ceci ou cela. C'est toujours des prétextes bidons. Alors, on n'a pas la comptabilité, mais on peut lire les choses au contenu. Justement, absolument. Qui sont totalement woke, totalement révélateurs de ces financements. Par je vous donne un exemple. Alors, je vous donne un exemple pour que vous compreniez bien. Voilà. Alors, quand la guerre a commencé en Ukraine, Joe Biden et les démocrates avaient besoin de soulever le reste du monde pour forcer les pays à envoyer eux aussi des milliards en soutien aux criminels bandéristes nazis Zelensky. Voilà. Et pour cela, la même opération, à l'époque, en Yougoslavie donc, a été renouvelée et amplifiée. Ainsi, l'USAID CIA, je cite, a payé le site de Kiev Independent, donc c'est un site internet, Twitter, pour écrire des fake news sur le massacre des soldats nord-coréens en Ukraine. Article qui a servi ensuite au site très en vue aux USA, Politico, un autre site de la CIA, pour écrire la même chose en citant Kiev Independent comme source sur le terrain. Et que se passe-t-il après ? CNN, NBC et toutes les autres télés reprennent l'information en disant c'est Politico qui l'a dit. Ah oui, c'est Politico l'a dit. Non mais vous avez vu la chaîne de la désinformation, la chaîne du mensonge. Mes chers spectateurs, vous devez comprendre. Je veux dire, quand on... Libertad. TV Libertad. Voilà, TV Libertad. Non mais c'est quand même scandaleux. Et nous, on est censurés. Bien sûr. Attends, j'ai été censuré pendant 5 ans sur Facebook. Ma fiche Wikipédia totalement détruite. Alors, conspirationniste, ceci, machin, la totale, comme la vôtre d'ailleurs. Comme celle de TVL, enfin, tous ceux qui ne sont pas dans la ligne du mire de Obama, Monsieur Obama. Je précise que son cuisinier, son petit ami de l'époque a fini mort dans son lac. Bon, c'est juste comme ça. Curieux. Pour ceux qui pensaient que Obama était hétéro, il est, comment dire, un cheval et à vapeur. À voile et à vapeur, oui. Mais tout ça, c'est quand même... Non, mais vous comprenez. Il faut comprendre d'où ça vient pour la chaîne de désinformation et surtout la mentalité. Voilà. Et il me semble quand même que, là, c'est quand même l'effet Trump, que ça, c'est un ébranlement considérable. Attendez, ils ont essayé de le tuer quand même, 3 fois tué. 2 fois, au moins. Mais il veut se venger. Quelqu'un a essayé de vous tuer 3 fois. Excusez-moi, mais à un moment donné, vous n'allez pas tendre la joue. La gauche ou droite. Physiquement, personne n'a essayé. Non, mais imaginez la chose, on essaie de vous tuer 3 fois, vous allez sérieusement vous énerver. Et c'est ce qui se passe avec Trump. Et Trump, il a des pouvoirs colossaux entre les mains aujourd'hui. Voilà. Ils ont essayé de le tuer, tout le monde l'a vu, le monde entier a vu la balle qui est passée, qui a touché son oreille. Le monde entier l'a vu.
Ils ont essayé de le buter une autre fois. Oui, je rappelle, avec des grenades, des machins. Le mec, il avait tout sur son golf. 3 fois, ils ont essayé. Est-ce qu'on pourrait conclure, mon cher Pierre, sur un phénomène qui est quand même très inquiétant et qui nous rappelle furieusement ce qui s'est passé en 2008, c'est-à-dire le retour des CDS, dont vous êtes un grand connaisseur, puisque c'est vous qui avez écrit le livre sur Blightmeister, l'inventrice des crédits défaut swap. En effet, là, il y a quelque chose qui se passe. Alors, attends, ça, c'est là, tiens. Ça date ça date de quand? 17 février. C'est tout récent. Voilà. C'est tout chaud. Retour en 2008, déclenchement des crédits défaut swap. Voilà. À l'époque, en 2008, donc, les banques pensaient que les impayés de remboursement de prêts immobiliers ne dépasseraient pas les 4%. Oui. C'est-à-dire que tant que 4% des gens ne remboursent pas, ça va. Oui. Ils arrivent à faire des bénéfices. Voilà. Pourtant, aujourd'hui, le chiffre est largement dépassé. Aujourd'hui, en 2025. Ça nous rappelle donc 2008. Donc, je donne 2 exemples, enfin même 3, avec des photos. Alors, allez voir, c'est donc du 17 février. Ça s'appelle « Retour des impayés en résidence principale ». Oui, résidence principale, oui. Voilà, alors, donc là, on se trouve à Seattle. Donc, économiquement, c'est là où il y a Microsoft. Hein. C'est du sérieux. C'est la côte ouest. Hein. Exactement. Donc là, c'est un bloc résidentiel. Donc, c'est un bel immeuble, 150 appartements. Voilà. Et il y a à peu près, donc l'unité a plus de 60 jours de retard. Donc ce qui en termes bancaires juridiques, si vous voulez, c'est delinquent. Voilà, grosso modo, c'est l'idée. Voilà. Et donc, ils devaient rembourser 18 millions sur la propriété, enfin l'immeuble. Voilà. Et donc là, ça va déclencher les crédits défaut swap. Ouais. C'est-à-dire que comme ils n'ont pas payé, donc l'assurance se déclenche. Voilà. Donc on va aller chercher 18 millions chez quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Oui. Et c'est comme ça que l'enchaînement, on met le feu à la mèche. Voilà, exactement. Grosso modo, c'est l'idée. Exactement. Et on répand la contagion dans le système bancaire. Et on voit réapparaître d'ailleurs Fannie Mae, qui avait été sauvé, nationalisé en 2008. Exactement, nationalisé par Ben Bernanke et Hank Paulson. Voilà. Alors justement, tiens, je vous donne un autre exemple. Là, on est au Texas, à Dallas. Dallas, franchement, là, ils sont blindés, je vous le dis. Eh bien, le taux d'occupation de l'immeuble, 95%. Défaut de paiement de l'obligation de remboursement de prêt en janvier 80. Donc janvier dernier de 2025. Et donc là, c'est un prêt, et c'est que les intérêts, 47 millions. 47 millions en défaut de paiement. Oui, juste sur les intérêts. Oui. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et l'un des commentaires, par exemple, il dit « Comment est-ce possible qu'un immeuble avec 95% d'occupation, sachant que il y a un ratio, vous savez, on calcule des ratios. Donc là, ils ne sont pas à 50% d'occupation. C'est à quasiment 100%. Oui. Donc c'est pas normal. Oui. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les gens qui ont perdu leur emploi qui eux-mêmes n'arrivent plus à payer et petit à petit... Voilà. Exactement. C'est exactement. Vous savez, n'oubliez pas, 2008, la crise suprême de 2008 a commencé... C'est Boeing aussi, hein. Attention, hein. Exactement, Boeing, vous avez raison, les Boeing, ils ont licencié massivement. Oui. Mais ils ont licencié massivement. Warren Buffett a licencié massivement 4000 personnes de sa... Et ce que je veux dire par là, si vous voulez, n'oubliez pas, la crise des suprêmes, donc 2006-2007, a commencé simplement, ça c'est vraiment la clé du livre Blightmeister, c'est les délocalisations. C'est-à-dire qu'en même temps qu'ils ont modifié la loi bancaire, la séparation de banque d'affaires, banque privée, vous vous souvenez? Oui. Eh bien, en même temps, ils ont voté le ALENA, c'est-à-dire que les entreprises américaines pouvaient délocaliser au Mexique. Accord de libre-échange nord-américain. Donc, du coup, tout le monde a délocalisé au Mexique. Voilà. Et donc, ils ont mis au chômage des centaines de milliers de pauvres mecs salariés qui avaient un emprunt sur le dos. Et actuellement, tout ça s'est passé en même temps. Et Trump revient sur l'ALENA. Il revient sur Apple, là, ils ont commencé à baliser. Apple vient d'annoncer une usine, 500 millions, je sais pas quoi, c'est pour faire plaisir. Ils ont peur, ils balisent avec Trump. Mais Trump a raison. Je veux dire, d'abord, on protège les siens. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qu'on va délocaliser au Mexique? C'est les salaires. Les maquiladoras. Il n'y a qu'un seul criminel. Le criminel principal, c'est Larry Summers. Larry Summers.
Alors, dites-nous, rappelez à nos téléspectateurs, qui est Larry Summers? Secrétaire d'État, ministre des Finances américain, oui. de mémoire Goldman Sachs, je crois, hein, oui. Forcément. Ah bah oui, vous savez, deux secrétaires d'État aux finances américains sur 3 viennent de Goldman Sachs. On veut même s'il ne vient pas de Goldman Sachs, peu importe. En fait, c'est lui qui a cassé ce qui a été mis en place en 1929. Oui. D'accord? Oui. Et vous avez connu le papa du président Kennedy. Décidément. Mais non, mais moi, ce que j'aime bien avec vous, c'est qu'on est hors du temps. Donc, on flotte ici. C'est ça qui est extraordinaire. En tant qu'historien, je connais bien cette période, enfin ces périodes. Mais oui, vous avez raison. C'était le père Kennedy qui a cassé... qui a instauré la séparation des banques d'affaires, des banques de dépôt. Je suis en train de chercher de mémoire, vous voyez, le nom de cette loi qui m'échappe. Glass-Steagall Act. Voilà. Ça, à deux, on y est arrivé. On y est deux, voilà, tout à fait. Deux vieux qui s'aiment. Exactement. Ça qui vous renvoie. Moi, j'assume, j'assume totalement, mais comment dire mon âge. Tout le monde doit y passer, hein, donc voilà. C'est ce qu'on leur souhaite, d'arriver jusqu'à nos âges déjà. Voilà. Non, parce que moi, avec tous les gens qui ont été vaccinés, j'en ai vu quand même un certain nombre dans mon entourage, franchement. Mon propre frère. Mon propre frère aux États-Unis. Ah oui, c'est vrai, vous nous en avez parlé. Je l'ai dit, ça. Voilà, donc on embrasse nos spectateurs parce que vraiment. Eh bien, je crois que malheureusement, nous n'avons pas épuisé tous les sujets. Allez, encore un pour la route. Il y a un truc, alors je ne sais plus ce que c'est. Cet homme. Alors, pas USAID, Klaus Schwab. USAID. Oui. Alors, non, parce que ça, on l'a oublié. En fait, la CIA donc, a payé le forum de Davos. On y est, c'est Obama. Voilà. 60 millions, mais un peu moins que Justin Trudeau, qui lui aussi beau, machin, etc., qui lui a mis il a pris 22 millions de l'argent des Canadiens. C'est l'argent des impôts, quand même. Pour le mettre dans le forum de Davos. Oui, mais bien sûr. Et je suis sûr que notre ami Macron a fait la même chose. C'est évidemment. Absolument. Notre ami, entre guillemets. Voilà. On salue Brigitte. Hein. Oui. Et Justin Bridoux. Non, pardon, Justin Trudeau. Justin Trudeau. Non, Bridoux, c'est un saucisson, je crois. Oui. Donc, il ne faut pas comprendre. C'est ça. Attends, mais c'était pas celle-là que je voulais vous donner. Alors, mais il a quand même financé le Davos, alors. Ah si, voilà. Si, justement, parce qu'à force de mentir aux gens, les médias, les télés officielles, c'est les qui sont subventionnés par notre argent d'ailleurs, France 2, machin, etc., FR3. Alors, le CNN, maintenant CNN, CNN, ils ont moins de spectateurs que Bob l'éponge. Alors, c'est un dessin animé. C'est un dessin animé. Voilà. Dans la série, la télévision a tué des millions en vendant la vaccination Pfizer et Moderna. Le cas de CNN, parce que les présentateurs de CNN, comme les petites bips de BFM, par exemple, ils ont encouragé leurs spectateurs à se vacciner. Ne l'oubliez pas. Voilà. Donc, ça devient spectaculaire parce que la propagande pro-vaccin et anti-Trump s'est littéralement retournée contre la chaîne CNN. Témoin le violent licenciement de la semaine passée, donc là c'est du 27 janvier, lancé par la Warner Brothers qui a commis l'erreur de racheter cette chaîne d'information continue. 210 journalistes ont reçu leur pink slip, c'est le papier rose qui signifie licenciement, qui s'ajoute aux 100 qui ont déjà été licenciés l'année dernière, aux 100 qui ont été licenciés, etc. Donc il y en a déjà à peu près 1000 journalistes, techniciens et administratifs qui ont été virés de chez CNN. Plus personne ne regarde CNN. Et c'est pour ça que la différence entre TVL, c'est que nos spectateurs, ils viennent nous voir, ils viennent sur la chaîne YouTube. Et alors que les gens, non mais vous allumez une télé dans l'aéroport, allez dans les gares, les trucs s'allument, personne n'en regarde. Il n'y a que les EHPAD qui regardent FR3 et France 2 et TF1. Ne l'oubliez jamais. Mais je l'ai vu ce matin. Il y avait, je crois que c'était BFM, dans une salle à manger du petit déjeuner. Il y avait un grand monsieur, assez costaud, qui s'était mis devant la télé. Et personne, on ne voyait pas l'écran. Bon. Il ne s'était pas aperçu qu'il empêchait tout le monde de voir. Mais personne n'a protesté parce que personne ne regardait. Oui, tout à fait. Alors, il y a un journaliste qui dit, alors sur la situation de CNN, financially and morally bankrupt, fake news TV. Oui, c'est ça. C'est quand même Bob l'éponge
et Cartoon Network, alors Cartoon Network c'est Gulli, c'est l'équivalent ont infiniment plus d'audience que CNN. Ah oui. Alors que c'est toute CNN c'est le monde entier en plus. Oui, bien sûr. Alors que vous voyez comment, juste aux États-Unis. Avec ce qui se passe avec Trump, c'est véritablement un changement d'époque. Tout à fait. Il y a quelqu'un qui a parlé sur le plan géopolitique et diplomatique, je ne sais plus qui, de Yalta 2.0. Oui, c'est ça, c'est bien vu. Oui, tout à fait. Bon, sur le plan géopolitique et politique, mais sur le plan culturel aussi. Eh bien, je crois, mon cher Pierre, que ce sera une façon d'apporter une conclusion toute provisoire à notre revue de presse de ce mois de février. Rendez-vous à la prochaine. Oui, je donne rendez-vous à nos spectateurs parce qu'ils adorent dans les dédicaces. Voilà. Alors il y a Besançon, Béziers, alors on va voir la liste. Oui. Il y a Béziers, La Rochelle, Varennes, je crois. Enfin, vous verrez la liste derrière sur le. Varennes. La fuite à Varennes. Je sais plus dans quel département c'est. Ah, parce qu'il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de Varennes. C'est pas que c'est pas que le truc de Louis XVI. Oui. Mais en tout cas, je remercie tous nos spectateurs qui viennent. Il y a Varennes. J'étais à Nevers, tiens. Ah ben. J'étais à Nevers, c'était vraiment très sympa. J'ai rencontré vraiment nos spectateurs qui vous saluent d'ailleurs et qui nous reprochent de ne pas faire assez de revues de presse ensemble. Bon, parce qu'ils disent qu'en fait, il y a votre culture et la mienne, si vous voulez, ça donne quelque chose d'assez, extrêmement vivant. Eh ben, on recommencera. Vous savez que si on était sur TF1, on cartonnerait, quoi. Ce serait des millions. Mais on s'est censuré tout de suite, par Macron. Merci, chers téléspectateurs. Merci à vous tous et toutes. Fidélité de votre audience. Bénédiction sur vous. Et merci à Pierre Jovanovic. Bénédiction. Très bientôt. Bonjour et bienvenue. Voici notre rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que je vais intituler « Après l'humiliation, les coups de bâton ». Alors j'ai un petit peu hésité sur le titre, ça aurait pu être « Le calice jusqu'à la lie pour les Européens ». Où l'Europe se prend-elle les baffes qu'elle mérite? Bon, vous avez compris l'esprit, et ça s'inscrit en fait dans le droit fil de cette déclaration de Donald Trump le mercredi 26. L'Europe, c'est un machin qui a été créé pour nous vous voyez ce que je veux dire? Ils ont bien fait le job, mais aujourd'hui, c'est moi le président et on ne me la fait pas. Et dans l'heure qui a suivi, Donald Trump annonçait la mise en place de tarifs de 25% sur les produits importés d'Europe. Bon, on comprend bien que dans le viseur, il y a les spiritueux, le vin, le champagne français, enfin... c'est surtout l'industrie automobile et chimique allemande qui sont visées. Bon, les marchés n'ont pas tant réagi parce qu'on s'attendait évidemment à ce que une telle annonce soit faite. Par contre, sur le timing, alors là c'est très très symbolique, Emmanuel Macron est convoqué à Washington le 25, ça se passe, semble-t-il, pas si mal. Emmanuel Macron se vante même d'avoir convaincu Donald Trump d'inviter Zelensky à la table des négociations. Donc on pense qu'effectivement, il y a rapprochement des points de vue. Et le lendemain, boum, tarif contre les produits européens. Alors, Donald Trump n'a pas donné de date, n'a pas non plus listé les produits qui pourraient être frappés les premiers. Bon, ce qu'on comprend, c'est que, les négociations vont commencer et que le bras de fer va être rude. Car Donald Trump, c'est clair, ne nous fera pas de cadeaux. Et la meilleure preuve en est
la façon dont il compte résoudre la question du conflit russo-ukrainien en concluant une paix avec la Russie sans les Européens et surtout en contraignant Volodymyr Zelensky à signer un accord qui va permettre aux États-Unis de mettre la main sur 50% des terres rares et des métaux industriels, rares eux aussi, comme le molybdène ou des métaux rentrant dans les aimants permanents, plus le tungstène. Bref, les États-Unis ont mis 120 milliards sur la table pour aider l'Ukraine. L'essentiel de cet argent, en fait, a servi à l'Ukraine à commander des armes aux États-Unis. Donc, en fait, les États-Unis se sont presque donnés à eux-mêmes ou à leur industrie de l'armement 120 milliards. En revanche, ça va être aux Européens de payer les pots cassés, de financer la reconstruction de l'Ukraine. Mais attendez, c'est pas fini. Ça sera également aux Européens de garantir la sécurité de l'Ukraine, car Trump l'a également dit. Il n'y aura pas un soldat américain sur le sol ukrainien. Évidemment, pas question que l'Ukraine retente sa chance pour rentrer dans l'OTAN. Et les États-Unis ne mettront pas non plus $1 supplémentaire, bien au contraire. Ils espèrent, avec l'accord sur les matières premières, se rembourser et bien au-delà de leur mise initiale. Alors, quand on dit que Trump pratique avec une certaine habileté l'art du deal, rappelez-vous que ses premières exigences, c'était que l'Ukraine verse l'équivalent de 500 milliards de matières premières aux États-Unis. Refus évidemment de l'Ukraine, de l'Europe. Puis finalement, il conclut un autre accord. L'Ukraine livrera 50% des terres rares et autres métaux qu'elle extrait. Sauf que si, au bout du compte, l'Ukraine exporte 2500 milliards de ses richesses vers les États-Unis, si les États-Unis en touchent 50%, eh bien à la sortie, ça fera 1000 milliards, ça sera finalement 2 fois plus que les 500 que l'Ukraine se disait prête à refuser. La situation, donc, c'est que les États-Unis vont récupérer des matières premières stratégiques et ce sont les Européens qui vont, en quelque sorte, sécuriser les lieux d'extraction dont les États-Unis vont bénéficier. Et nous, en Europe, est-ce qu'on va voir la couleur de ces terres rares, du molybdène, du tungstène? Vous connaissez la réponse, c'est quasiment non. L'Europe, donc, après l'humiliation d'avoir été tenue à l'écart des pourparlers de paix avec Poutine, se prend donc les coups de bâton consistant à financer la reconstruction de l'Ukraine, et il y en aurait là aussi pour 500 milliards, décidément c'est le chiffre fétiche dans cette affaire, 500 milliards à notre charge, plus la sécurisation de l'Ukraine, qui va nous coûter combien 30, 40, 50 milliards par an, on ne sait pas, et probablement pour une décennie, ce qui pourrait nous revenir là aussi à terme à 500 milliards. Et l'Europe, finalement, quelque part, se laisse faire. Trump justifie évidemment sa dureté envers les Européens par le fait qu'ils n'ont pas su faire respecter les accords de Minsk, qu'ils ont encouragé l'Ukraine à demander son adhésion à l'OTAN. Mais est-ce que les États-Unis, de leur côté, et notamment l'administration Biden, n'ont pas poussé justement les Européens à soutenir les Ukrainiens dans leur provocation envers la Russie? Et lorsque la guerre s'est déclenchée, eh bien, les Européens et les Américains ont tout fait pour que cette guerre se poursuive. Il y avait des pourparlers de paix début avril 2022 et ils ont capoté. Donc ensuite, il y a eu tout ce que l'on sait, ce drame terrible, 1 million de morts, peut-être plus. Une douzaine de millions d'Ukrainiens ont fui leur pays.
Bref, c'est une vraie catastrophe, mais faire comme si les États-Unis n'avaient aucune responsabilité dans le conflit, et surtout n'étaient responsables en rien pour le sabotage de Nord Stream, avouez que là, quand même, il y a des choses assez mystérieuses. Comment se fait-il que les Européens ne ressortent pas, ne jouent pas cette carte du sabotage de Nord Stream qui a littéralement coulé notre industrie européenne? Quel lourd secret les États-Unis détiendraient-ils qui fait qu'à aucun moment les Européens n'ont enquêté ou en tout cas n'ont voulu faire connaître les résultats de l'enquête sur le sabotage de Nord Stream, dont on a très bien compris que c'était une opération commanditée par les États-Unis. Pourquoi les Européens se taisent-ils ou alors gardent-ils cet atout pour éventuellement négocier une attitude beaucoup plus conciliante des États-Unis avec les produits européens? Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo.